que j'ai trouvé. C'était tellement bête. Ok. Bon, et ben voilà, on commence avec un premier petit like qui est très encourageant vu ce début où j'ai pris mon ordinateur pour une tablette tactile. Forcément, ça marchait pas. Bref, donc aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau pour un live sur la dépendance affective. Donc c'est un sujet qui peut sembler à la mode et en même temps, il n'en est pas moins douloureux et ça m'a semblé important d'en parler avec vous aujourd'hui pour faire le lien avec l'enfance blessée qui est donc mon cœur de programme, on va dire, d'activité, d'expertise. En tout cas, c'est là-dessus que je travaille énormément. Donc, qu'est-ce que la dépendance affective exactement? En quoi est-ce qu'elle trouve son origine dans les blessures d'enfance? Quelles sont les différentes formes qu'elle peut prendre? Et surtout, comment y remédier et s'en libérer? Voilà, donc aujourd'hui, je vais répondre à ma façon à toutes ces questions dans ce live. Et bien sûr, je vous invite à commenter, à liker et à partager, tout simplement parce que toutes ces actions vont permettre à plus de personnes d'y avoir accès. C'est tout simplement l'algorithme Facebook qui gère ça. Et elles me permettent aussi de mieux vous connaître à travers vos questions, vos remarques, vos commentaires, de répondre à vos questions et aussi de me faire connaître, car c'est important pour moi de faire connaître mon activité pour la développer. Bonjour, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Camille, Camille Bert et mon alias c'est Beija-Flor. Beija-Flor est un pseudo qui signifie le colibri en portugais. Et il correspond parfaitement à mon histoire qui me rattache à la Guadeloupe, dont le colibri est le symbole, ainsi qu'à mes valeurs qui sont de faire ma part, à mon niveau, pour contribuer à faire de notre monde un lieu plus accueillant pour tous. Et une des manières pour moi de le faire, c'est de vous offrir la théorie sur les problématiques de l'enfant intérieur, à travers mes différents lives et mes posts, bien sûr. Les lives, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il m'arrive aussi de proposer des séances d'introduction à la sophro-relaxation et dans certains cas, j'aide même gratuitement certaines personnes dans un cadre très précis. Au-delà de ces actions, le plus important, bien sûr, pour vous, c'est indéniablement le passage à l'action si vous voulez aller au-delà de vos blessures du passé. Donc pour l'instant, revenons au sujet du jour, la dépendance affective. Donc, qu'est-ce que la dépendance affective? Première question. Donc tout d'abord, j'aimerais rappeler que la dépendance est naturelle dans les relations sociales, familiales, mais aussi organiques, car tout sur notre planète est interdépendant. Chaque organisme vivant dépend des autres pour s'abriter, se chauffer, se vêtir, se nourrir, se reproduire et aussi pour vivre un lien social. Aucun humain ou presque n'est supposé vivre entièrement seul, totalement coupé du reste du monde, et même si c'était le cas, il serait toujours dépendant de la nature et des êtres qui s'y trouvent pour sa nourriture. Donc la dépendance, c'est quelque chose de parfaitement normal, et pour le tout petit bébé, cette dépendance est une question de survie. Donc, il a besoin d'un adulte nourricier qui va prendre soin de ses besoins en termes de nourriture, d'hydratation, d'hygiène corporelle, mais aussi de sommeil, de lien et de présence affective. Et plus tard, en grandissant, l'enfant va prendre une posture de contre-dépendance pour répondre à son besoin de séparation et d'individuation, pour devenir un individu à part entière. Et donc pour les parents, c'est la terrible phase du non. Encore plus tard, à la puberté, l'enfant va découvrir l'indépendance. Il va se dégager petit à petit de sa famille parentale, pour se tourner vers d'autres relations et créer les bases de sa vie d'adulte. Et enfin, une fois jeune adulte, il va entrer en interdépendance quand il se mettra en couple. Et il est même possible d'aller encore plus loin lorsque dans une démarche de développement spirituel et non plus de développement personnel, nous allons transcender ce concept de dépendance et nous sentir reliés à plus grand que nous et comprendre que nous faisons partie d'un tout. Voilà.
Il n'y a pas seulement moi qui le dis, c'est pas une idée fumeuse et complètement perchée, et je suis certaine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le vivent. Donc, lorsque toutes ces étapes se construisent dans un contexte familial déséquilibré, la dépendance va prendre son sens toxique. Voilà, donc j'insiste vraiment, la dépendance, c'est naturel, c'est normal. Mais dans certains contextes, elle va prendre une dimension malsaine et toxique, dans laquelle il va y avoir une perte d'identité et par conséquent une perte de contact avec ses propres ressentis, ses propres besoins et ses propres désirs. Et c'est là le point de départ de la dépendance affective. Quand tu vas remettre entre les mains de l'autre ta boussole, tes repères, ton cœur, ton âme parfois, et encore ton corps. C'est une façon d'abdiquer et de choisir de renoncer à ta souveraineté sur tes besoins, tes désirs, tes valeurs pour venir endosser ceux de l'autre. Et donc tes émotions, tes pensées, ton corps même vont être régis par une force qui est extérieure à toi. Et donc quand l'autre nous dit ou fait quelque chose, ou nous dit pas, ou ne fait pas certaines choses, ça va créer du déséquilibre en nous et on va attendre de l'autre qu'il dise ou qu'il fasse certaines choses pour rétablir cet équilibre. Et donc c'est une façon de lui remettre notre être profond. Et c'est là que ça devient tragique. Au-delà de toxique, ça devient véritablement tragique. Car tu as déposé à l'extérieur de toi quelque chose qui est profondément précieux et que tu dois ramener à l'intérieur de toi. C'est souvent vécu comme les blessures dont on parle fréquemment, les blessures d'enfance, c'est-à-dire comme un sentiment d'abandon ou de rejet ou encore d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Voilà. Donc c'est au final ton identité qui va dépendre de quelque chose, de quelqu'un qui est extérieur à toi. Et ton centre va se déplacer de ton intériorité vers l'extérieur et tu vas remettre les clés de ton bonheur dans les mains d'une personne extérieure à toi. Alors la question qui amène à ma deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et là, la question, c'est quels sont les liens entre la dépendance affective et les blessures d'enfance? On va remonter à l'origine de cette dépendance toxique. Donc la dépendance affective, elle naît dans des systèmes familiaux déséquilibrés. Et attention, je parle de système familial et pas de famille, c'est-à-dire d'une façon d'interagir qui est déséquilibrée. C'est une façon d'interagir dont je parle d'ailleurs dans un autre live sur le parent intérieur, en utilisant notamment l'image du mobile, cette espèce de jouet, d'artefact avec différentes formes qui pendent au bout de ficelle et qui permettent d'avoir un équilibre entre les différents éléments. Et ce mobile, il vient illustrer les interrelations qui se créent au sein de ce système familial. Donc pour commencer, quelles sont les règles, entre guillemets, qui vont venir définir, décrire ce déséquilibre? Première règle, le contrôle. Le contrôle est très très présent, ou à l'inverse, le chaos, ce qui revient à la même chose, soit l'omniprésence, la surprésence du contrôle, ou sa totale absence qui va créer du chaos. Deuxième règle, le perfectionnisme. Autrement dit, le droit à l'erreur n'existe pas, d'où un état constant chez les membres de cette famille, et notamment les enfants, de peur et d'évitement. D'évitement parce qu'on va chercher à se protéger de la réaction de l'adulte et on va aussi chercher à éviter les erreurs. Donc on ne va pas s'autoriser à faire des choses qui mènent à un apprentissage. Apprendre, c'est faire des erreurs. Et quand on est dans un système déséquilibré comme celui-ci, on va tout faire pour ne jamais faire d'erreur et grandir dans un idéal de perfectionnisme. En cas de dysfonctionnement, c'est-à-dire en cas d'erreur, la critique, le reproche, le blâme, l'accusation vont être très présents et vont constituer aussi un système de défense.
Dans ce système familial déséquilibré, un autre point important et très présent, c'est l'interdiction d'exprimer ses ressentis, ses besoins, ses désirs. On ne va pas parler de sa solitude, on ne va pas parler de son aliénation, on ne va pas parler de ses ressentis. Et par exemple, quand on va vouloir exprimer sa peur, sa colère, sa tristesse et même sa joie, il va y avoir de la répression. D'une façon ou d'une autre, on va faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas le droit d'être en colère, que ce n'est pas bien d'être triste, que ce n'est pas bien d'avoir peur, et puis que si sa joie est débordante, eh ben c'est pas bien non plus. Et donc, dernier point, il n'y a aucune structure bienveillante qui va permettre de se sentir guidé et soutenu. Et donc, pour l'enfant, le résultat de ces règles, c'est une immense insécurité intérieure. Pour prendre un exemple, en relation avec le chef de famille, imaginons que le chef de famille est alcoolique. Il va créer une dépendance de tous les membres de la famille vis-à-vis de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool va être source d'insécurité et de menaces dans la mesure où il va influencer le comportement du chef de famille. La conséquence, c'est que les membres de cette famille vont s'adapter en étant dans un état d'hypervigilance permanent. Sauf que cette adaptation au stress, elle n'est pas supposée être chronique et permanente, mais ponctuelle. Et donc au fil des jours, quelqu'un qui vit ce stress chronique lié à l'alcoolisme d'un membre de la famille, en l'occurrence le chef de famille, mais ça pourrait être un autre membre du système familial qui va venir déséquilibrer le mobile qui le symbolise. Quelqu'un qui vit ce stress chronique, qui est dans un état d'hypervigilance quotidien, va finir par perdre le contact avec ses ressentis internes, avec ses propres désirs et ses propres besoins. Parce qu'il est constamment orienté vers l'extérieur pour voir qu'il y a une source de menace, pour voir, vérifier si quelque chose va lui tomber dessus. Or, les enfants, on le sait, aujourd'hui, à travers diverses études sur l'éducation des enfants, mais aussi des études sur la neurobiologie, les enfants ont besoin d'un espace de bienveillance, de sécurité et d'exemples sains d'accueil des émotions pour grandir et pour apprendre à se comprendre, apprendre à accueillir leurs propres ressentis. Et si l'environnement familial est en proie à une forme de violence physique, émotionnelle, psychique, eh bien l'enfant va être forcé de concentrer son attention uniquement et constamment sur l'extérieur. Donc, pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'il en va de sa propre sécurité physique, émotionnelle et psychique. Donc, il va finir par perdre sa capacité à se connecter à son identité profonde, à créer son propre univers intérieur, à générer de la confiance en lui, à générer son estime de lui. Il va perdre la capacité à se relier à ses propres ressources parce que tout est à l'extérieur de lui. Et ça, c'est le terreau, c'est le socle sur lequel va grandir la dépendance affective. Car tout bébé, il va devenir un enfant perdu, un peu comme les enfants perdus dans Peter Pan, c'est-à-dire un enfant qui est sans attache parentale saine, sécurisante et bienveillante. Ce bébé va peut-être tomber dans une forme de crainte, dans l'apathie, c'est-à-dire l'absence de réaction, se mettre en retrait d'une façon extrême, se mettre en retrait des autres et en retrait de lui-même. Il peut tomber aussi dans la culpabilité. Cet enfant qui grandit va avoir du mal à identifier ses émotions, à mettre un nom sur ce qui se passe à l'intérieur de lui, et il va avoir du mal à les exprimer, bien sûr. Et il va souvent avoir besoin d'être dans le contrôle et dans la perfection parce que c'est la façon dont il va se sécuriser. Il peut aussi avoir besoin il peut aussi être en proie à des accès de rage
parce que ça déborde et que ça sera le seul moyen pour lui d'ouvrir un peu la soupape. Et à l'adolescence, il peut avoir une propension à tomber dans des addictions. À l'inverse, un enfant qui aura grandi dans un système familial équilibré, qui à un moment de sa vie, un système familial équilibré, ça n'a rien à voir avec la perfection et avec les images d'Épinal ou ce que peuvent nous renvoyer, on va dire, les fantasmes d'une famille parfaite. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste un système familial, et j'en parle dans le parent intérieur, dans lequel les rôles ne sont pas figés, dans lequel on peut s'exprimer. C'est un système familial qui est en mouvement et qui n'est pas sclérosé autour de quelque chose qui crée une menace. Et donc, dans ce système familial, à un moment, l'enfant se sera senti véritablement aimé pour ce qu'il est, intrinsèquement et intégralement. Il se sera senti intégralement aimé dans toutes ses dimensions, que ce soit la dimension physique, pour ce qu'il est corporellement, émotionnel, c'est-à-dire qu'il aura senti qu'on a le droit de se sentir traversé d'émotions et de les exprimer, et dans sa dimension psychologique, dans ce qu'il est intégralement. Et ça, un enfant qui a vécu dans ce genre de système familial va lui éviter plus tard, une fois adulte, de se plier aux besoins et aux attentes de l'autre pour exister et pour se sentir aimé. Et donc ça m'amène à ma troisième partie, c'est-à-dire la dépendance affective dans les relations. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intimité que cette dépendance affective va s'exprimer avec force. Tout simplement parce que l'intimité véritable au sein de la relation de couple ou de la relation d'amitié, eh bien cette intimité véritable présuppose la possibilité de se montrer tel qu'on est, de se montrer vulnérable, de s'exposer, d'exposer ses ressentis profonds, ses besoins, ses pensées, ses émotions. C'est être prêt à être qui tu es vraiment, authentiquement, profondément. Et donc cela requiert du courage, de la confiance en soi et dans l'autre. Dans le cas d'un enfant qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle, telle que je viens de la décrire, cette incapacité à entrer en relation d'intimité authentique, profonde, va donner lieu à plusieurs comportements. Le premier d'entre eux, c'est l'attachement excessif ou son inverse, l'absence d'attachement, c'est-à-dire l'isolement. Autrement dit, l'enfant, une fois devenu adulte, va avoir des problèmes avec le lâcher-prise. Il peut avoir aussi tendance à accumuler, à avoir des difficultés à vivre le changement. Tout cela, ce sont des symptômes, une fois adulte, de ce qui s'est passé quand il était enfant. Et il sera régulièrement en proie à un sentiment de manque, avec un besoin de satisfaction immédiate et des difficultés à différer. Donc ça peut se traduire par un manque sur tout simplement la vie matérielle, mais aussi la vie affective, bien sûr. Et donc, cet adulte va avoir besoin de se rendre important parce qu'il aura besoin de se sentir indispensable de manière à ce que ça le rassure sur la difficulté pour l'autre de partir, et il va s'accrocher à cette relation comme à une bouée. Ou à l'inverse, ce que je disais au départ, il va avoir la phobie de l'engagement et il peut avoir tendance à quitter pour ne pas être quitté, avant d'être quitté, tellement il a peur que cela se produise. Tant il manque de confiance dans ce qu'il est et dans la valeur de ce qu'il est, tant il va remettre en question la possibilité qu'on puisse l'aimer et s'intéresser à ce qu'il est profondément. Donc, le deuxième comportement, ça va être le contrôle. Et à travers le contrôle, des tentatives pour changer l'autre, pour le réparer, entre guillemets, pour contrôler sa vie, pour contrôler ses souffrances.
Et cela, ça peut être avec son partenaire de vie, avec ses parents, mais aussi avec ses propres enfants. Et c'est pour ça que c'est très important, une fois adulte, de venir regarder ses fonctionnements ou ses dysfonctionnements de manière, une fois par an, à arriver autant que possible, toujours sans tomber dans le perfectionnisme, toujours en étant dans une immense bienveillance envers soi-même, eh bien, arriver à s'observer dans son comportement de parent et se poser les bonnes questions. Ce qui amène à un autre aspect de la dépendance affective, c'est l'implication excessive qu'on peut aussi décrire comme l'imbrication. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas accès à son identité profonde, à son identité authentique, eh bien la seule identité qu'il nous reste, c'est celle qui a été fabriquée, celle qu'on s'est construite de toutes pièces pour pouvoir continuer à exister et à fonctionner. Et c'est ici la troisième version de l'enfant intérieur, hein, l'enfant doué, l'enfant blessé. Ici, je vous parle de l'enfant adapté, que je décris dans un autre live qui s'appelle « Guérir l'enfant intérieur ». Et cette identité de l'enfant adapté, elle tourne autour des 3 pôles du triangle de Karpman, à savoir la victime, le bourreau et le sauveur. Et donc, dans cette identité, on va jouer tour à tour le rôle de victime, le rôle de bourreau ou le rôle de sauveur. Et à chaque relation, on va rejouer le scénario de l'enfance pour essayer d'en guérir. On va alors, d'une certaine façon, projeter sur notre partenaire le rôle parental pour résoudre le dysfonctionnement originel, le conflit originel, de manière à pouvoir passer à autre chose et avancer. Et chaque partenaire qu'on va avoir dans notre vie va représenter des aspects de l'un ou l'autre de nos parents, de notre père ou de notre mère, de manière à ce qu'on puisse rejouer le lien d'enfance, le seul que nous connaissons en fait depuis le tout premier jour, et on va rejouer ce lien, relation après relation, sauf qu'on n'est plus des enfants et ça ne peut pas marcher. On verra ensuite comment on peut continuer dans ce thème. Un autre des symptômes de cette dépendance affective, une fois qu'on est adulte et à travers les relations, c'est des attentes démesurées. Et dans ces attentes démesurées, comment est-ce qu'on considère la notion de pouvoir et d'estime? C'est-à-dire que comme nous sommes dans une relation immature qui nous ramène à notre enfance, qui est liée à l'enfance, on va attribuer à notre partenaire un pouvoir exagéré. Et on va se comporter comme un enfant abandonné. Bonjour, merci pour vos likes et pour vos commentaires. Oui, je sais, Oriane, ça parle à beaucoup d'entre nous. On va se comporter comme un enfant abandonné qui a un besoin viscéral de ce parent nourricier qui nous a tant manqué. Et donc, on va investir notre partenaire de beaucoup plus qu'il n'est ou qu'elle n'est réellement. De sorte que ce partenaire, en fait, est une version fantasmée et non une personne réelle avec ses qualités, mais aussi ses défauts et ses points faibles. Et donc, on va s'attendre à ce qu'il nous apporte, à ce qu'elle nous apporte, tout ce que nos parents n'ont pas su nous donner pour démarrer dans la vie. Et donc, cette illusion va générer de la déception et puis de l'amertume et puis du chagrin et puis peut-être de la colère quand ça va pas être comme on veut que ce soit, quand on va pas avoir en face de nous ce parent nourricier dont on a tant eu besoin et dont on a tant encore besoin aujourd'hui, mais qu'on se rend compte qu'on a en face de nous, un être humain comme tous les autres et dont la fonction première n'est pas de répondre à tous nos besoins. Et donc, en quelque sorte, c'est se trouver dans l'exigence que l'autre comble tous nos besoins, et même les devine, tous nos désirs, et avoir un comportement d'un enfant capricieux parce que c'est un enfant malheureux. Donc,
tout ceci, c'est une forme de projection et ça, c'est aussi un des éléments de la dépendance affective une fois adulte, la projection. D'une autre façon, on vit la projection en projetant aussi sur l'autre les parts de nous qui ont été rejetées par le passé. Souvenez-vous, au tout début de ce live, je vais vous expliquer que dans une famille dysfonctionnelle, on va rejeter les émotions, les désirs, les besoins, on va interdire l'expression de ces émotions, de ces désirs, et on n'aura pas été accueilli dans toutes nos dimensions, la dimension physique et corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension psychique. Et donc, ces parts de nous qui ont été rejetées par le passé, on va apprendre à les rejeter, à les occulter, à les repousser dans l'ombre. Et par ce phénomène de projection, on va les projeter sur l'autre. Donc, par exemple, l'égoïsme ou les difficultés émotionnelles. Et de cette façon, un homme qui est généreux va choisir une compagne égoïste. Une femme qui est nourricière va choisir un homme distant. Et là, je suis sûre qu'il y en a qui s'y reconnaissent. Un homme qui a des difficultés à vivre ses émotions. Et donc, au lieu d'apprendre à accueillir cette part en nous, on va choisir des partenaires qui la vivent, qui l'incarnent, et on va juger, rejeter cet aspect chez eux, ou au contraire se positionner en victime de cet aspect, en sauveur aussi de cet aspect. Et ça arrive très, très, très souvent. Donc, sortir de la dépendance affective, c'est aussi accepter toutes nos parts. C'est s'accepter totalement et intégralement, avec l'agréable et le désagréable. C'est prendre nos parts de lumière. Et il y en a qui ont aussi des difficultés à prendre leur part de lumière, à se voir grand, lumineux, digne d'amour, et accepter nos parts d'ombre. Tout ça. Et ça, c'est la définition de l'amour inconditionnel. Alors, on en arrive à une partie qui est vraiment très, très importante de ce live. Comment on fait ça? Comment on se sort de cette dépendance affective? Et pour moi, c'est mon humble avis, la seule voie possible, c'est le retour vers soi. Et comme cette dépendance affective, elle trouve son origine dans les blessures d'enfance, c'est un retour vers soi avec un travail sur l'enfant intérieur. C'est un retour vers ses blessures à travers l'enfant blessé. Et c'est aussi un retour vers nos ressources à travers l'enfant doué. Donc, tout ça, ça va nous permettre de retrouver notre identité profonde, notre moi authentique, notre moi vivant, notre moi lumineux. Et pour sortir de la dépendance affective, il va donc te falloir, à un moment, retourner dans ton passé. Il va te falloir aller rencontrer les événements et les émotions à l'origine de cette souffrance et à l'origine des conséquences de cette souffrance. Parce que tant que tu ne le fais pas, c'est comme si ton enfant intérieur était figé. C'est comme si cet enfant blessé était pris dans une gangue de glace. Et là, je pense à ce conte, et le conte d'origine, hein, pas le dessin animé La Reine des Neiges, mais cette reine de glace qui vient capturer des enfants et qui en fait qui prend toute leur force vitale. Et donc c'est comme si cet enfant à l'intérieur de toi était pris dans cette gangue de glace, comme si son cœur était un bloc de glace, parce qu'il n'a jamais pu exprimer sa souffrance et les émotions qui vont avec. Et là, c'est vraiment important de voir le mot émotion comme émotion. Émotion, c'est le mouvement. Sauf que là, le mouvement s'est figé. Et pourquoi il s'est figé? Tout simplement parce que cet enfant a appris à ne pas faire confiance à la personne qui était responsable de prendre soin de lui. Il a appris à ne dépendre de personne. Il vit dans la peur et l'isolement.
Et paradoxalement, et c'est là qu'il y a toute la dimension tragique de cette dépendance affective, il remet tout son pouvoir entre les mains d'une personne extérieure, comme s'il espérait que cette fois-là, ça va marcher. Donc, au bout du compte, il faut que tu réapprennes à faire confiance et à te faire confiance. Parce qu'une fois que tu as repris ton pouvoir, une fois que tu as remis ta boussole à l'intérieur de toi, tout cela, toute cette souffrance va disparaître naturellement parce que tu seras aligné à nouveau avec ton être profond, avec tes besoins, avec tes émotions, tes pensées. Tu auras cessé d'être tourné vers l'autre pour qu'il donne de la légitimité à ce que tu es, ou pour venir combler et satisfaire tes besoins. Et pour cela, souvent, ça nécessite d'être accompagné, parce que c'est difficile de s'en sortir toute seule. Ou alors, ça va prendre énormément de temps. Ça va être toutes ces périodes où tu vas avoir l'impression que ça y est, ça s'arrête, et puis il va y avoir des rechutes de plus en plus douloureuses à force d'être répétées. Et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans cela. Quand tu te fais accompagner, tu vas te sentir soutenu, tu vas te sentir validé. Et petit à petit, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, à qui on va donner un appui, qui se tient à notre main et puis qui va la lâcher progressivement, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, pour être enfin capable de marcher tout seul. L'accompagnement, c'est ça. C'est prendre une main bienveillante, une main solide, pour pouvoir faire ce retour vers soi, pour pouvoir retrouver tes propres appuis, pour sortir tout simplement de cette dépendance affective. Et en quelque sorte, sortir de la dépendance affective, c'est quitter l'état de l'enfant blessé pour faire revivre la part d'adulte, la part du parent bienveillant en toi qui va prendre soin de cet enfant. Faire revivre la part de père symbolique, on est d'accord. Et c'est pour ça aussi que même quand on a perdu ses parents, ça n'empêche pas de revenir travailler sur son passé et de venir le guérir. De faire revivre cette part de père symbolique qui va être capable de te protéger. Et de faire revivre cette part de mère symbolique qui va être là pour toi de manière aimante, attentive et bienveillante. Donc dans un accompagnement comme le mien, mon rôle c'est d'être cette main, c'est d'incarner cet allié bienveillant dans l'écoute pour accueillir ton vécu d'abandon, de négligence, d'abus, pour accueillir aussi les différents masques que tu as dû porter pour arriver jusqu'ici. Mais en ultime recours, c'est toi-même qui va apprendre à incarner cet allié de ton enfant intérieur, car de toutes les personnes qui existent, tu es la seule qui ne le quittera jamais. Donc, il faut que tu prennes conscience que beaucoup de choses que tu as acceptées comme normales. Et là, j'ai envie d'écrire ce mot norme, mal. Tout ce que tu as accepté quand tu étais enfant, quand tu étais petite fille, petit garçon, comme étant normal, c'était de la maltraitance. Et au lieu de minimiser ou de justifier ce que tu as enduré, je pense qu'il est temps d'accepter et de valider ces souffrances. C'est le premier pas. Et comme je l'ai expliqué dans mon live sur le parent intérieur, il ne s'agit pas d'accuser ses parents. Il ne s'agit pas du tout de ça, parce que souvent, tes parents ont été eux aussi des enfants blessés. Il s'agit de valider ton vécu. Il s'agit de te déculpabiliser. Il s'agit de te délivrer de ce sentiment de culpabilité. Il s'agit d'arrêter de dire « ce n'est pas si grave ».
C'est de ma faute si, s'ils ont divorcé, si elle est tombée malade. C'est à cause de moi. Au moins j'avais un toit, j'avais à manger, il y a pire. Il faut arrêter de dire ça. Il faut arrêter avec cette croyance que tu as intégrée, que ce que tu es, c'est pas ok, c'est pas aimable, c'est pas digne d'amour et d'attention. Il faut arrêter d'en faire des tonnes pour compenser. Il faut arrêter de trouver une stratégie pour te sentir exister et aimer à travers l'autre. Il est temps que tu arrêtes avec cette croyance. Dans ce retour de travail, dans ce travail de retour vers ton enfant intérieur, vers ton être véritable, tu vas faire face à toute une palette d'émotions. Tu vas faire face à la culpabilité, bien sûr. Tu vas faire face à la peur. Tu vas faire face au chagrin. Tu vas faire face à la colère et tout doit être ressenti. Tout doit être expérimenté. Tout doit être exprimé et accueilli. Parce qu'il faut dire les choses. Il faut parler des vrais traumatismes vécus, sinon, peu importe les soins entrepris. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui ont des années d'accompagnement de psychanalyse et qui en sont toujours au même point, émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Donc, il faut dire les choses, il faut surtout les ressentir, sinon ça ne changera rien. Donc, il faut traverser tout ça. Et évidemment, ça demande beaucoup de courage. Donc, la guérison, quand tu arrives à la guérison, tu le sauras quand tu pourras parler des pires trucs que tu as vécus, déjà, quand tu pourras en parler, et que tu pourras même sentir que tu as pris une telle distance, un tel recul avec ça, que tu pourras peut-être même faire de l'humour à ce sujet. Et ça, c'est pas l'humour sarcastique qui permet, le rire qui permet de faire écran entre soi et ses émotions et d'être en mode guerrière encore une fois, un sous-mode de la mode guerrière. Non, le vrai rire, waouh, ah ouais quand même, je suis une survivante là, oh waouh, mais je suis toujours là et maintenant je suis vraiment là. Mais pour que tu en arrives là, il faut que tu arrives à te raconter sans te la raconter. Et ça, oui, ça demande du temps, oui, ça demande énormément du courage. Et guérir de son enfance, pour sortir de la dépendance affective, notamment, mais pas seulement, c'est un processus. C'est pas un événement one shot, c'est pas, wow, ça y est, je prends la pilule magique, je sais pas si c'est la bleue ou la rouge, et c'est fini. Non. Comme me l'avait demandé une personne que j'ai accompagnée, est-ce que ce sera fini après? C'est jamais vraiment fini. Tu es sur un chemin. Et c'est pas parce que tu te fais accompagner sur un bout de ce chemin qu'à la fin de l'accompagnement, tout sera fini comme par magie. Par contre, tu auras traversé et dépassé des choses et tu auras acquis des outils qui vont te permettre de continuer avec beaucoup plus de confiance, d'estime de toi et de sérénité. À partir du moment où tu entames cette démarche, ton enfant intérieur va te sentir présente ou présent pour elle, pour lui. Il va ressentir un énorme soulagement et il va commencer à ouvrir les portes, à ouvrir l'accès à tes ressources intérieures. Il va commencer à te permettre à retrouver petit à petit ton intégrité et c'est ça qui va te permettre de te libérer de la dépendance affective. C'est ça que je fais avec mes clientes, aller à la rencontre de son enfant intérieur, le rassurer, lui offrir un espace de bienveillance et de sécurité, lui permettre d'exprimer son vécu, ses émotions, d'être accueilli, écouté et validé intégralement. Lui apprendre à s'écouter,
à exprimer ses besoins, ses désirs, ses émotions. Lui apprendre à prendre conscience de ses propres ressources et de ses forces. L'aider à poser des limites, à dire un vrai oui et un vrai non. L'aider à couper les liens toxiques. L'aider à envisager l'avenir en tenant compte de qui tu es vraiment, profondément. Et une fois que ce travail-là a été fait, ben le résultat, c'est que tu pourras enfin vivre en paix avec toi-même et avec les autres. Tu auras enfin retrouvé ton estime et la confiance en toi, la conscience de ta valeur. Et là, tu ne dépendras plus de l'extérieur et de ce que tu fais ou de ce que tu as pour exister, car tu auras confiance dans tes ressources et dans ce que tu es. Et ça change tout parce que tu auras un amour inconditionnel pour toi-même. Donc ce que je propose, c'est, si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement qui s'appelle Sunshine, c'est de te mettre en relation avec moi et de me raconter un petit peu où tu en es, d'où tu viens, ce que tu veux. Tu peux même prendre un entretien de 45 minutes offert avec un lien Calendly où on fait ensemble le point sur où tu en es, d'où tu viens et ce que tu veux. Et puis après, tu verras bien si tu as envie d'être accompagné ou pas, si tu as envie que ce soit avec moi ou pas. Et c'est OK. C'est OK. Mais si tu te sens concerné par tout ce qui vient d'être dit, ben, fais quelque chose. Fais quelque chose pour cet enfant qui est encore pris dans les glaces, qui est encore paralysé et qui a juste envie de sortir dans le soleil et dans la vie. Donc nous arrivons à la fin de ce live. Si vous souhaitez avoir accès aux 2 autres lives que j'ai évoqués, Guérir l'enfant intérieur, le parent intérieur, ben, il suffit de m'en faire la demande en MP ou par commentaire et je vous enverrai le lien YouTube. J'ai été immensément heureuse et touchée aussi. Oui, je crois que ça se voit, de partager ce live avec vous. Bien sûr, je vous offre mes connaissances théoriques et c'est un cadeau que je fais avec beaucoup de joie et de plaisir. Je rappelle, car c'est important, que l'accompagnement, ça vous donne la chance de passer à la pratique pour vivre les exercices, les stratégies, tout ce que je vous propose et de vraiment avancer, tout simplement. Et c'est un immense privilège pour moi d'être à vos côtés pour vous aider sur ce chemin, pour vous accompagner. Et donc, n'hésitez pas à commenter. Merci Karine, merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ce live, à poser toutes les questions que vous voulez. J'adore ça, j'adore répondre à vos questions. Et puis, une fois de plus, je vais finir avec ce mot magnifique. Merci. Merci pour votre présence, merci pour votre attention. Et surtout, 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 merci pour ce que vous êtes profondément, authentiquement et véritablement. Voilà. Bis bis à toutes.